Vous écoutez le 5e épisode de la saison replay été 2023 du podcast Faut pas pousser les ISO. Cette semaine, on vous propose de découvrir ou redécouvrir l'émission diffusée le 17 juin 2021 au Coin du Feu avec le photographe Sebastião Salgado et les témoignages de son fils Juliano Ribeiro Salgado, son épouse Leila Wanik Salgado, son assistant Jacques Barthélemy et de ses amis Alan Reading, Alain Genestar et Claude Nory. Cet épisode vous a été présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec le photographe Sebastião Salgado pour une grande discussion au Coin du Feu. Alors on en a déjà parlé, ton dernier grand projet photographique Amazonia est actuellement exposé à la Philharmonie de Paris. C'est l'aboutissement de 7 années de travail, de reportage et bien entendu de voyage dans plusieurs régions du Brésil, au cœur de la forêt, dans des endroits extrêmement reculés et difficiles d'accès. Alors si pendant une première partie de ta carrière, tu voyageais seul pour tes reportages. Désormais, tu es le plus souvent accompagné de ton assistant, ton guide, ton coach sportif en quelque sorte, en la personne de Jacques Barthélemy. Nous l'avons rencontré et il nous raconte ta soif insatiable pour le voyage et l'aventure. On l'écoute. Moi, je me souviens très bien de Sébastien quand on travaillait sur Genesis. C'était fatigant, on était dans le froid, dans la chaleur, en montagne, et il me disait, après cela, voilà, je vais travailler sur mes archives, je vais un petit peu profiter de la vie. Il a sorti Genesis et très rapidement, je l'ai senti un petit peu fébrile, et un jour il m'a dit, allez, Jacques, on va bosser sur les Indiens d'Amazonie. Et allez hop, c'est reparti pour 6 ans. 6 ans de boulot. Si on avait souffert pendant Genesis physiquement, pendant Amazonia, c'était nettement plus difficile. On travaillait dans des conditions de physique, il faisait très chaud, beaucoup d'humidité, la pluie, les moustiques, les insectes, les plantes agressives, les difficultés pour atteindre les tribus, pousser le bateau, quelquefois être dans des conditions vraiment physiquement difficile, dormir dans les hamacs, même si on adore ça, on mange pas toujours très bien. Et combien de fois on est rentré d'un reportage et me disait, mais qu'est-ce qu'on fait là, à notre âge, à souffrir, à galérer comme ça? C'est le dernier reportage qu'on a. Jacques, j'ai suffisamment de matière pour ce projet. On va arrêter. On rentrait à Paris, souvent en mauvais état. Ça nous est arrivé quelquefois de se retrouver à l'hôpital. Et puis, quelques jours après, une semaine après, il me rappelait, il me disait, Jacques, il faut qu'on travaille sur le prochain reportage, il faut qu'on parte. Et ça, je crois que ça s'est produit pour tous les reportages d'Amazonia. Et chaque retour on était épuisé, c'est fini, on a assez de matière. Et une semaine après, il me disait, allez, on repart. C'est ça à chaque fois, c'est finalement partir à l'infini. À partir de quel moment, pourtant, tu estimes qu'un projet est terminé? Il n'est jamais terminé. En réalité, tu vois, on peut rester toute la vie. C'est des espaces tellement fantastiques. Comme Jacques a dit, quelquefois, c'était pas facile, tu vois. Mais si on veut retourner, c'est parce que c'est plus grand que n'importe quoi vouloir retourner. Et c'est immense de retourner. Et quelquefois, en étant ici, en regardant mon livre qui est déjà prêt, en imaginant que peut-être je ne vais plus retourner là-bas, ça me donne une énorme tristesse. Parce que c'est ça, je trouve, la grande chose de la vie d'un photographe. C'est de pouvoir y aller, de pouvoir connaître, de pouvoir participer. Même si quelquefois, ce n'est pas très facile, mais tous les comptes faits, il faut y aller, il faut voir, il faut participer, c'est une opportunité tellement immense. Quelquefois, les gens me disent « Ah, Sébastien, tu es un grand artiste. » Je dis « Non, pas du tout, je suis un photographe. » Seulement les photographes ont ce immense privilège de connaître,
de vivre dedans les histoires. Même à l'époque que j'étais à Sigma, que j'étais à Gamma et quelquefois à Magnum, que j'ai fait des histoires très dures, histoires de guerre, histoires qu'on prenait un risque énorme de sa vie. Mais je ne suis pas repenti un seul moment d'avoir y été, parce que c'est une grande opportunité de pouvoir, et un grand privilège de pouvoir y aller. Si on perd un tout petit peu de confort, on les rattrape après. Ici, on vit des moments difficiles. Après qu'on a un tout petit peu de confort, c'est là qu'on donne une grande valeur à la confort. Vous savez, il faut avoir une mesure pour savoir ce qu'on gagne et ce qu'on perd. C'est quand même pas des vacances, hein. Et tu expliques dans la préface de ton livre aussi comment tu as failli perdre un œil. Il se passe des choses assez traumatisantes. C'est pas des vacances, quoi. C'est-à-dire que tu vas sur le terrain et tu vis des choses très intenses aussi. Tu donnes beaucoup de toi. Non, c'est vrai. Et pendant ce reportage en Amazonie, c'est vrai que j'ai presque perdu un œil. J'ai un bambou qui m'a percé à 3 mm au coin de mon œil droit. L'œil que j'ai photographié, si c'était quelques millimètres de prise, j'aurais perdu mon œil. Mais j'ai cassé aussi un genou où j'étais opéré 2 fois de genou, même obligé de faire une prothèse. J'ai cassé un tendon de l'épaule gauche avec une chute énorme que j'ai fait en Amazonie. Et j'ai blessé beaucoup les tendons de l'épaule droite. J'ai tombé en arrière pour protéger la tête. J'ai appuyé avec les 2 coudes. Et c'était tellement violent la chute qu'immédiatement un tendon a cassé. L'autre était très abîmé. Je suis en train de faire d'infiltration sur mes cervicales parce que j'ai eu un accident il y a longtemps qui m'a blessé mes cervicales. Et aujourd'hui, ces vieilles blessures, avec l'âge, elles ressortent, tu vois. Et donc, c'est vrai que tout ça s'est passé, tu vois. Mais aussi, les images sont là. Ma vie est là. La fréquentation de l'univers est là. La connaissance des gens est là. Et la richesse de tout ça, vous savez, toutes ces petites blessures, ce n'est rien à côté. Comment ça se passe du coup concrètement quand tu pars en reportage? J'imagine par exemple quand tu décides d'aller à la rencontre des peuples qui vivent au milieu de la forêt. Est-ce que tu as des référents locaux? Est-ce que tu es obligé de demander l'autorisation? Est-ce que tu te pointes avec ton équipe comme ça et on verra bien? Comment ça se passe concrètement? C'est la chose la plus difficile du monde, c'est de faire un travail en Amazonie. Beaucoup plus difficile l'organisation et les autorisations que les difficultés physiques qu'on a dans un travail comme ça. Et moi, pour atteindre une tribu, il me faut une autorisation de la Fondation nationale des Indiens. Il faut que je vienne à Brasilia, que je convainc les anthropologistes, les sociologues, les indianistes, de la raison que je viens faire de ces photos. Ici, après 2-3 jours de discussion, ils sont convaincus et ils approuvent, mais il faut que je reçoive l'approbation de la tribu. À ce moment, il faut envoyer un messager qui, quelquefois, prend 2-3 mois pour obtenir l'autorisation, parce qu'il faut avoir l'autorisation de tous les Indiens, pas d'un seul chef. Il faut qu'il y ait des assemblées qui l'autorisent. Une fois que c'est autorisé, les Indiens définissent la date de venir et on vient. Mais pour venir, il faut que je vienne avec Jacques. Jacques, c'est le seul qui est venu avec moi de Paris. Quelquefois, Lélia venait avec nous aussi. Mais Lélia, elle venait pour observer, pas vraiment pour travailler, pour participer. Elle venait comme moi pour regarder. Mais il fallait que j'aille des capitaines de brousse. C'est une catégorie des gens de la forêt qu'on ne connaît pas en France. Un capitaine de brousse, c'est quelqu'un qui connaît la brousse, qui entend tout de la brousse, qui sait monter en campement, qui sait pêcher, qui sait faire la chasse, qui sait monter aux arbres. Quelqu'un qui est mi-indien, mi-aventurier. Et j'ai des capitaines de brousse qui voyagent avec moi partout en Amazonie. Ils sont très distants des points l'un avec l'autre. J'organise qu'ils viennent, qu'ils me rencontrent dans un point, soit à Manaus, soit à Brasilia, soit à Rio Branco, soit n'importe en Amazonie. À partir de là, on fait un dernier arrivage jusqu'à un point où on peut prendre un bateau et aller vers la tribu ou aller vers où on y va. Et là, il me faut au moins 2 ou 3 bons piroguiers
C'est très compliqué de naviguer dans ces rivières amazoniennes. Quand c'est les grandes rivières, il n'y a pas un grand problème parce qu'on a un volume d'eau considérable. Mais quand on commence à quitter les grandes rivières, aller sur les petits affluents, vous savez, il y en a une quantité d'arbres qui tombent dans l'eau. Il faut que les bateaux passent au-dessus de tout ça, qui ne cassent pas l'hélice. Et donc, il faut des opérateurs de bateaux spécialisés qui savent vraiment, qui étaient là-bas. Il me faut un anthropologue, il me faut des traducteurs, il me faut quelqu'un de la FUNAI. À la fin, on organise une expédition. C'est une expédition qu'on vient et avec des gens disposés à passer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois dans la forêt. Parce que la forêt, on sait qu'on va, mais on ne sait pas qu'on sort. Et donc, c'est ça, là. C'est pas très facile d'organiser, mais c'est merveilleux en même temps. Et au contact de ces populations, tu peux pas non plus faire n'importe quoi. Tu racontes une anecdote d'une personne qui t'a frayé de nombreux chemins à travers la jungle, à travers l'Amazonie, à travers la forêt, et qui demandait à avoir ton couteau suisse. Et tu as expliqué que tu pouvais pas lui donner. Ou plutôt, je crois que tu lui as dit que tu ferais quelque chose pour qu'elle l'ait peut-être. Non, c'est ça. Quand on vient vers ces populations indigènes, on a l'impression qu'on va vers des gens très différents de nous. N'est-ce pas? Qu'on va vers des gens primitifs. Ce n'est rien de ça. On va vers notre communauté elle-même, la communauté des humains. Ces Indiens, c'est les mêmes que nous, c'est les Homo sapiens qui est rentré en Amérique un peu avant les Portugais, un peu avant les Espagnols. Les Espagnols sont arrivés il y a 500 ans et ils sont arrivés il y a 20 000 ans à la dernière glaciation du détroit de Bering. On est rentré en Amérique à partir de l'Asie. Mais nous sommes les mêmes espèce humaine. Donc tout qui est essentiel pour moi, c'est essentiel pour eux. Mais ces gens ne connaissent pas les contraintes que nous, on connaît. On n'a pas de limites d'État. Ils n'ont pas de pression des populations. Ils n'ont pas de pression religieuse parce que la majorité n'a pas de religion. Ils n'ont pas de pression des chefs parce que la majorité n'ont pas de chefs. Et donc, c'est des gens qui vivent d'une manière assez libre, assez pure. Et quand on vient, immédiatement, tout ce qui est essentiel pour moi, c'est essentiel pour eux. Ils aiment de la même façon. Ils ont une idée solidaire, la même. L'idée communautaire, la même. Donc, on peut vivre assez bien avec eux. Mais il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas appris. Et comme tu as dit il y a quelques minutes, Benjamin, ils ne connaissent pas les mensonges. Et une fois, j'ai eu une très mauvaise expérience. J'ai rencontré une blague à un gamin de 13 ans, 14 ans, qui il me demandait, mais si tu es attaqué par un jaguar, j'étais dans une région qui avait des jaguars immenses, très dangereux. La FUNAI avait même mis des types pour me protéger des jaguars. Quand on allait aux toilettes le matin, on va aux toilettes dans la brousse, j'avais des mecs qui tournaient autour parce que c'est là que le jaguar t'attrape et toutes ces choses. Et donc, les gamins me demandent, mais si un jaguar t'attaque, qu'est-ce que tu fais? Je dis, j'ai mon couteau suisse, tu vois. Et il avait mon petit couteau suisse, plein de petits gadgets qui ouvraient. Je dis, c'est celui-là, le jaguar vient, j'attaque son oreille, celui-là, je tire sa queue et tout. Et il a regardé tout ça. Le lendemain, il me demande, au 3e jour, il a compris que je rencontrais une blague. Plus jamais il m'a parlé. Plus jamais. Il m'a trouvé un être minable de raconter des histoires pour une chose tellement sérieuse. Et aussi, ça m'est passé une autre histoire avec un couteau suisse que mon guide voulait à tout prix, mon guide indien, les mecs étaient avec moi, les couteaux suisses. Et la FUNAI ne permet pas qu'on donne ces objets pour ne pas corrompre la culture des Indiens. Et quand il a compris que je n'allais pas les donner, il a dit, tu ne me donnes pas. Mais les jours que tu vas partir, si tu promets que tu vas jeter ton couteau, tu ne le veux plus, tu vas le jeter par la fenêtre du petit avion que tu vas t'apporter. Parce que dans ce territoire, j'ai arrivé en avion. Si tu me dis que tu vas les jeter, je vais les trouver. Parce que je vois les parcours d'avion et je connais tout, absolument tout dans cette forêt, et je les trouverai, ce couteau suisse. Quand j'ai regardé la dimension de la forêt, l'immensité de tout, il trouvait un couteau, mais je suis sûr qu'il trouverait le couteau.
Bon, évidemment, tous tes voyages, c'est des aventures. Il y a des centaines d'histoires à raconter. On s'est entretenu avec ton épouse, Lélia, qui a décidé de nous en raconter une. On l'écoute. En 2004, lorsqu'on a commencé le projet Genesis, les premiers voyages, c'était à Galapagos, aux îles Galapagos. Et alors, on loué un bateau, on a fait beaucoup d'îles. Et dans une île, au volcan Alcedo, il fallait qu'on monte jusqu'au cratère. C'est là qu'il y a les Galapagos, les grandes tortues d'1,5 mètre de hauteur. Alors, lorsque la montée est vraiment difficile, c'était toute la journée la montée de la montagne. Et alors, à la fin de la journée, notre guide s'est rendu compte qu'il avait perdu, que c'était perdu. Et alors, comment on va faire? Parce qu'il fallait qu'on arrive dans un lieu qu'on pouvait dormir, qui avait une maison, avait de l'eau, il y avait tout. Et on n'avait plus d'eau du tout avec nous. Alors, c'était vraiment un peu de panique. Alors, pour qu'on ne se fatigue pas plus, on a décidé donc de dormir là, sur cet endroit où on était. On trouve un endroit pour faire un lit avec nos sacs à dos et tout, et on met par terre. Et voilà, lorsque la nuit tombe, on va dormir, et qu'est-ce qui arrive? Une lune magnifique, une lune énorme, la pleine lune. Et c'était énorme, avec beaucoup d'étoiles, c'était un ciel magnifique. Mais par contre, on n'arrivait pas à dormir avec la clarté de la lune. Alors, en ce moment-là, Sébastien met la main dans la poche, son blouson, parce qu'on dormait vraiment avec tous nos habits. Et il trouve 2 masques de celles qu'on va dans l'avion, qu'on a dans les avions. Et alors, on met chacun son masque et on a pu dormir. Le lendemain, on a beaucoup rigolé parce que justement, trouver un ciel magnifique comme ça, une lune magnifique, on n'avait jamais vu une lune pareille. Et alors, on a caché nos yeux pour dormir. Alors, on s'est dit, mais quel genre d'écologistes sommes-nous? Alors du coup, c'était vraiment très drôle. Mais par contre, ce qui n'était pas drôle du tout, c'est qu'on n'avait pas de l'eau et on allait trouver les gouttes d'eau sur toutes les feuilles et que on versait dans notre bouche pour pouvoir arriver là-haut à la cratère et essayer de trouver les chemins et arriver là-bas pour avoir de l'eau. Alors ça, c'est une histoire que je peux jamais oublier, cette histoire. Tu t'en souviens? Oh, très bien. Je me souviens très bien. C'était très dur le matin parce que pendant la journée, on n'avait pas déjà de l'eau. On a passé encore une nuit sans eau. Et le matin, on avait une soif terrible. On a eu beaucoup de chance parce qu'on avait beaucoup d'arbustes et on est avec les langues en train de passer les langues en chacune feuille. Je vous jure qu'on a obtenu un tout petit peu d'eau pour nous permettre avec beaucoup de chance, trouver la maison qui avait accumulé de l'eau de pluie. Il avait un entrepôt accumulé de l'eau de pluie. Et là, on a pu être, entre guillemets, sauvé. Mais c'est passé une histoire fantastique. Lélia n'a pas raconté dans ce voyage. C'était ce volcan, c'est la 2e plus grande cratère au monde. Elle fait 15 km de diamètre, cette cratère. Et on rentrait dedans, et c'est là qu'on trouvait les tortues. Et un moment où on photographiait, là, elle en avait marre que je suivais ces tortues, parce que pour photographier une tortue, il faut des heures, et des heures, et des heures. Et elle rentre, elle était suivie par un aigle. C'était fabuleux. Elle arrêtait, et l'aigle arrêtait avec elle. Et elle marchait, l'aigle volait sur elle jusqu'au prochain arbre. Et c'est fabuleux. C'est que l'aigle était aussi curieux qu'elle à regarder l'aigle, que l'aigle à le regarder, à le découvrir. C'était une rencontre fabuleuse de l'aigle avec cet aigle. C'était, quand elle décrit ça, c'est à monter les poils des bras, tu vois, d'écouter cette histoire. Comment ça se passe du coup sur le terrain? Qu'est-ce que t'emmènes dans ton sac photo? C'est quoi le matériel que tu utilises? Pas beaucoup de choses en réalité, mais très sophistiqué. J'amène pour commencer des comment ça s'appelle, panneaux solaires.
J'amène des panneaux solaires parce que de ces endroits, il n'y a aucune possibilité d'électricité. Et donc, j'ai des petits panneaux solaires, pas très grands. Hein. Ils font à peu près ouverts 1 mètre, peut-être pour 2 mètres, que je les plie bien dans un petit sac, que je les connecte. Et avec ces 2 panneaux solaires, je capte une quantité d'électricité étonnante. J'amène un accumulateur, que je garde cette énergie dedans. Pendant la journée où on s'installe, je demande au cuisinier de l'installer, de le charger. Et la nuit, je charge mes appareils photo, je charge mon iPod parce que j'amène un iPod avec 9000 musiques. J'écoute beaucoup de musique. J'amène aujourd'hui un Kindle. Parce qu'avec un Kindle, j'amène toute une bibliothèque, j'ai des livres pour lire pendant des mois. Et j'amène mon rasoir, je charge les batteries des téléphones satellites. J'ai un téléphone satellite avec moi que je puisse communiquer. C'est une question de sécurité, ça. Sécurité. Chaque fois par semaine, 2 fois par semaine. Après, je vais te raconter une histoire fabuleuse que mon téléphone satellitaire m'a aidé à faire. Et donc, tu vois, ça, c'est une chose essentielle, les panneaux solaires. Et après, j'amène une manière de charger mes batteries parce que je photographie avec les Canon, mais j'ai des Canon à développer les boîtiers DX. Mais les dernières DX, ils ne sont pas venus adaptés pour charger à partir d'un panneau solaire. Ah bon? Non, parce qu'à 99%, aucun photographe n'a besoin d'un panneau solaire pour charger quoi que ce soit. Donc, ils sont plus adaptés à ça. Canon m'a dit, adapter pour moi la vieille technologie des premiers DX pour que je puisse travailler dans les nouveaux. Mais je m'en sortis bien. J'amène très peu de boîtiers. J'amène 3 boîtiers que je travaille avec, un boîtier de réserve. Je travaille vraiment avec 2. J'ai un 3e boîtier que Jacques toujours avec une optique plus grosse si on a besoin, qu'on utilise très peu, mais il est là. Il y a un boîtier de réserve, mais ces boîtiers sont tellement solides qu'on n'a pas de problème. Quelquefois, on a des problèmes avec les optiques parce que l'humidité est tellement grande. Même tropicalisé, ça suffit pas, quoi. Non, tropicalisé, ça veut dire que ça marche, mais ça veut dire qu'il ne bloque pas la bouée qui rentre dedans. Et quelques matins, par exemple, quand on a eu des pluies toute la nuit, tu vois, les matins, l'humidité est tellement grande que quelquefois, tu vois même des poissons qui passent en volant à côté de toi. C'est la condensation. Tellement il y en a d'humidité. Mais les optiques prennent d'humidité dedans. Là, il faut attendre quelquefois 1 heure, 2 heures, que ça soit un soleil, que tu laisses passer les faisceaux de lumière du soleil à travers l'objectif. Là, elle commence à sécher un peu dedans et là, tu peux travailler. Les boîtiers, jamais de problème. Quelquefois de problème avec les optiques. J'amène quoi encore? On voit, pardon, je te coupe, dans ton exposition, une photo justement aussi de logistique, de making-of un petit peu pour faire tes portraits. Tu as une grande bâche et tu amènes de quoi faire poser tes sujets. Et de l'éclairage. Et l'éclairage, il y a de magnifiques portraits indigènes. L'éclairage, non. Je ne sais pas travailler avec l'éclairage. J'ai jamais travaillé avec la lumière artificielle. Je ne sais pas travailler, mais j'amène un studio avec moi. J'amène un studio énorme. Il y a très peu de studios de cette taille à Paris. Mon studio fait 6 mètres de large pour 9 mètres de long. Je les monte en bas. C'est très cher à Paris, ça. Ah oui, mais je les monte. Tu sais, la dame Mahika qui est à côté de chez nous ici à Paris, qui est par nos pantalons, j'ai fait au marché Saint-Pierre, j'achète des tissus. Les plus larges tissus qu'on a, c'est 3 mètres. Et elle lit ces 2 tissus de 3 mètres à perfection pour moi. Ce qui me fait un tissu de 6 mètres. Je les plie, je mets dans un sac, j'amène avec moi en Amazonie. En arrivant là-bas, avec Jacques, avec les capitaines des brousses, on l'installe sous un arbre. On met en bas un bâche, de ces bâches de camion, qui fait à peu près 8 mètres de large pour 12 mètres de long. On met par terre, on installe avec des structures en bois les studios. Et quand ça vient à la flotte, il plaît beaucoup en Amazonie, on roule les studios et on plie la bâche dessus. Comme à Roland-Garros. Absolument. Absolument. À peu près la même chose. Tu vois, et donc là, c'est une chose qui marche. Tu sais, photographier les Indiens dans la forêt, quelquefois, on perd beaucoup de détails parce que la forêt est tellement riche
Et les détails sur la peau, les dessins, les peintures, les plumes des Indiens sont tellement riches qu'une ni l'autre. Et quand on les a dans un studio, on a une possibilité d'isoler. Donc, j'ai fait beaucoup de portraits et j'ai amené beaucoup de portraits en Amazonie qui m'a permis de faire des choses qui m'ont beaucoup plu. Alors, il semblerait que l'une de tes particularités est que tu es un photographe qui travaille face à la lumière. Alors, c'est pas moi qui le raconte, hein. C'est un ami à toi, Alain Genestar, le fondateur de Polka Magazine. On l'écoute. Sebastião, je voudrais raconter un souvenir entre nous deux, entre nous quatre d'ailleurs. Il y avait Lélia et il y avait Brigitte, ma femme. Et on était en vacances ensemble à Bali. On était en août 2015. Et tu voulais nous faire découvrir cette grande île à côté qui est Sulawesi. Tu voulais y faire un repérage ou prendre des photos. Et on est allé à un endroit où tu souhaitais justement prendre des photos, dans un petit village, Tanah Toraja. Et il y avait là une grande fête avec des batailles de taureaux sauvages. Et c'était dans les rizières, c'était splendide. Et je me souvenais que tu m'avais toujours dit que tu photographiais face à la lumière. J'ai commencé à te photographier. Et là, j'ai vu l'intensité de ton travail, mais j'ai surtout assisté à une sorte de confrontation, pas négative, très positive. Une confrontation entre toi et le soleil. Souvent, tu m'avais dit que tu photographiais face à la lumière, mais j'avais jamais vu la façon dont tu le faisais. Et c'était une sorte de confrontation, de dialogue avec la lumière, et c'était magnifique à voir. Et si je t'ai pris toi en photo, c'est que photographier ce que tu photographiais, j'avais vraiment aucune chance de faire mieux que toi. En revanche, te photographier toi photographiant, là, j'étais sûr que tu n'allais pas le faire toi-même et je pouvais montrer des images de toi. La seule différence, elle est énorme sur nos images, c'est que toi, tu photographiais face à la lumière. Or, moi, j'avais la facilité d'utiliser la lumière qui était derrière moi puisque toi, tu étais face à moi. Pour moi, c'est un beau souvenir c'est même pas une leçon de photographie, c'est un témoignage vécu de près du grand photographe que tu es, immense. Et moi, la chance de t'avoir comme ami et pendant ces quelques instants de te voir photographier. Donc, merci pour ce moment. Tu te souviens de ce moment-là avec Alain Genestar? Ça t'inspire quoi son commentaire? On te voit beaucoup dans le sel de la Terre aussi, photographié quelques fois d'ailleurs face au soleil. Quelle est ta relation par rapport au soleil en tant que photographe? J'ai pris longtemps pour découvrir que j'ai travaillé contre le soleil. Tu vois, Lélia avait organisé une exposition à La Havane. Et moi, j'ai photographié les travailleurs de la canne à sucre. Et en fin de semaine, je rentre à La Havane. Il est là, comme elle avait monté une expo au musée des Beaux-Arts de La Havane. J'ai passé un peu incognito pour voir comment ça marchait l'exposition. Lélia m'a demandé, Sébastien, donne un coup d'œil. Jette un coup d'œil, comment va cette exposition? Et je rentre dans l'expo et je vois rentrer un professeur de l'école des Beaux-Arts avec un groupe d'élèves. Et le professeur, comment dire, regarde les enfants, ces photographes, presque tout qu'il fait, il fait contre la lumière. J'ai dit, c'est vrai. Là, j'ai découvert que j'ai photographié contre la lumière. Et je commence à me poser des questions. Pourquoi j'ai photographié contre la lumière? C'est vrai qu'en photographant contre la lumière, tu as un dessin de l'image complètement différent. Tu as un contour d'image tellement fort, tu vois. C'est beaucoup plus difficile à exposer, tu vois. Et une époque, j'ai même modifié la formule du D76, c'était le révélateur de la Matrix, les films que j'ai travaillé, pour essayer d'avoir un film un peu plus mou. Tu vois, un négatif plus gris, tu vois. Et je faisais des sous-expositions, de presque un diaphragme, demi. J'ai sous-développé aussi. Et là, j'avais des détails incroyables dans l'ombre qui me permettaient d'avoir les contours et d'avoir les détails dans l'ombre, tu vois. Mais ça, j'ai découvert seulement après, tu vois. Mais quand j'imagine mes origines, j'étais gosse au Brésil, j'ai la peau très claire. Et je me rappelle qu'avec le soleil tellement intense dans ma région, ça me blessait. Mon nez s'était toujours blessé, la blessure du soleil qui blessait vraiment. Et ma mère me mettait toujours un énorme chapeau. Il me mettait beaucoup à l'ombre. Donc, majorité des images que je voyais quand j'étais gosse, c'est des gens qui venaient de la lumière vers l'ombre où j'étais. J'ai appris peut-être à regarder contre la lumière.
Alors Sébastien, pour beaucoup de personnes, tu es bien plus qu'un photographe. Tu es aussi un témoin du monde dans ce qu'il a de plus beau, mais aussi dans ce qu'il a de plus terrible. Tu es une sorte d'ambassadeur de l'humanité et de la nature. Ton travail sert à éveiller les consciences, à ouvrir les yeux, à savoir. On a rencontré ton fils Giuliano, qui a signé avec Wim Wenders le film documentaire sur ton œuvre, Le sel de la terre. Il nous raconte le déclic qui lui a fait prendre conscience de l'importance de ton travail auprès du public. On l'écoute. J'avais un prof qui aimait beaucoup la photo, que j'admirais beaucoup. C'était un prof qui était un peu philosophe, un de ces profs qui éveille, et on l'admirait énormément. Un jour, je sais que le prof s'intéresse à la photo. Mon père vient de faire une page de couve de Libé, donc je me dis, il a sûrement dû voir cette photo, parce qu'elle est partout. Donc c'était à l'époque de l'Éthiopie, et du coup, je demande à mon prof s'il a vu la photo de mon père. Je lui dis qu'on va avoir des choses à dire et à discuter ensemble. Là, le prof me dit, mais quelle photo? Elle est parue où? Mais dans l'IB, mais attends, mais où? Mais en page de couve, mais attends, ton père, c'est le grand Salgado. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait, en plus de Sébastien qui faisait ce voyage incroyable, il y avait aussi quelqu'un qui ouvrait les yeux de gens que j'admirais beaucoup, qui faisait attention au monde, qui réfléchissait le monde et qui le transmettait, et que c'était aussi ce que faisait Sébastien. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à voir son travail à travers l'angle de la personne qui voit les grands événements et qui les retransmet à tout le monde, au public, et qui est là à la médiation entre des événements qui, pour certains, vont être très importants dans l'actualité, et même certains vont entrer dans l'histoire. Et en fait, la façon dont ces événements sont compris dépend de la manière dont ils sont transmis par les gens qui font le métier de Sébastien. Et ça m'a fasciné. J'ai trouvé ça incroyable, parce que je trouvais qu'il y avait à la fois une importance, un courage physique d'oser aller dans des lieux où personne n'allait, des lieux terribles, enfin des situations terribles, et en même temps d'être capable de transmettre à des gens que j'admirais beaucoup un monde et une vision d'un monde auquel les gens se reconnaissaient. Je trouvais ça vraiment incroyable. Giuliano cite l'Éthiopie notamment, et l'Afrique, ça a été une étape très importante dans ta vie de photographe. Tu as notamment édité un livre magnifique chez Taschen sur l'Afrique. Et le Rwanda était un traumatisme. Comment tu as vécu récemment toute l'actualité autour du Rwanda qui ressurgit un petit peu en France, et quel est ton rapport avec l'actualité? Est-ce que tu restes toujours à distance? Écoute, j'ai beaucoup travaillé en agence d'actualité. Gamin, on travaillait pas pour les quotidiens. Si, j'ai travaillé pas mal pour Libé, beaucoup pour Libération, mais on travaillait surtout pour des magazines. On faisait des histoires. Mais j'ai jamais beaucoup travaillé sur la commande. J'ai choisi mes histoires. J'ai préféré aller moi-même vers les histoires. Parce qu'une histoire, c'est pas seulement un voyage. Une histoire, c'est pas seulement aller toucher un peu de l'extérieur une réalité. Une histoire que tu vas faire, il faut que tu sois complètement concerné avec cette histoire. Il faut que ce soit une histoire qui te motive. Il faut qu'il soit, entre guillemets, confortable de passer des mois, des années s'il faut pour faire ces histoires-là. Et c'est pour ça que moi j'ai mis longtemps à faire mes histoires. Vous savez, je viens de tiers-monde. Je suis né dans un pays sous-développé qui jusqu'à aujourd'hui c'est un pays en voie de développement, avec des problèmes qu'on n'a pas par ici, avec des gens qui ont des situations sociales, des situations de survie très à la limite, mais que c'est des gens aussi qui ont une dignité énorme, des gens respectables, qu'il faut les monter dans leur respect. Et donc, j'ai voulu toujours venir voir. Quelquefois, les gens m'ont dit que j'étais un photographe de la misère. C'est pas vrai. J'ai jamais photographié la misère. La misère, c'est une autre chose. La misère, c'est l'isolement dans ton groupe social. Quand tu n'appartiens à rien dans ton groupe social, tu peux avoir un énorme compte en banque, tu es un misérable. Mais quand tu vis en communautaire, même si tu es pauvre, tu n'es pas en misère, tu vois. Et donc, je suis venu un peu partout dans le monde
pour montrer un peu cette manière de vie, quelquefois très difficile. Les gens disent « Ah, mais tu photographies l'exception. » Non, l'exception, c'est ici. C'est comme on vit en France, comme on vit dans les pays riches du monde, où il n'y a presque pas de population. La grande majorité de la population humaine, elle est là-bas, elle est de l'autre côté. Et donc, ces images, j'allais montrer un peu la vie d'une grande partie de l'humanité. Et j'ai essayé de faire ces images seulement quand j'avais l'autorisation pour les faire. Et ces images, ce n'était pas pour rendre la dignité de la personne, ce n'était pas la peine de la faire non plus. Et donc, je crois que c'est ça qui peut-être, ça fait une certaine différence dans la manière des gens regarder ces images que j'ai faites. Tu as souffert ça quand on t'a dit que, par exemple, le noir et blanc ou une certaine esthétisation de la misère, comme tu dis, comment tu avais reçu ces critiques, toi, à l'époque? Une bêtise, tout ça, parce que on a un langage, le langage photographique, c'est un langage esthétique. On travaille avec un plan, on travaille avec la lumière, il faut que l'image ait une certaine composition, sinon personne ne la regarde, elle n'intéresse personne. Donc, n'importe quel photographe, tu vois, soit Sébastien Salgado, soit Sébastien Sirodo, soit Jim Nartwey, on écrit tous avec les mêmes langages. Notre langage, il est un langage esthétique. Mais les gens qui sont assis dans un bureau, qui n'ont jamais venu, qui n'ont jamais été en face d'un problème, tu vois, qu'il fallait les raconter ou pas les rencontrer, montrer ou pas montrer. Et toi, tu es tout seul avec ton éthique devant toi. Et chacun a une éthique. Il faut que tu prennes la décision de faire, de ne pas le faire. Quelquefois, ce n'est pas facile, tu vois. Mais aussi les photographes. La photographie, c'est le miroir de la société qui en est partie. Et les photographes sont là pour faire des images et pour donner à voir. C'est un peu notre fonction aussi. Sébastien, est-ce qu'il y a des sujets que tu aimerais faire ou que tu aurais aimé faire que tu n'as pas fait? Plein de sujets que j'aurais aimé faire, mais que c'est impossible parce que je suis un seul. Quelquefois, je sais pas, l'autre jour, j'ai pris un avion à Tokyo et je venais regarder toute cette Sibérie, tu vois, parce qu'on vole pendant la journée à cause de différences horaires. Et en regardant par la fenêtre de l'avion, j'ai vu tellement de choses fabuleuses qui doivent se passer là-bas, que tu passes dessus, des régions d'une beauté, tu vois, des dessins d'histoires, des rivières incroyables. Pourtant, on a l'impression que tu es déjà allé partout. Avec Genesis, c'était tellement fou déjà comme projet. Est-ce qu'il y a encore des endroits vraiment avec des gros points d'interrogation pour toi? J'étais un tout petit peu. J'étais partout, mais tout petit peu. Ce n'est rien. Tu vois, pour que tu aies une idée, en Amazonie, j'étais là maintenant. Jacques parlait 6 ans. En réalité, on était 7 ans. Plus tous les voyages que j'ai faits avant. Peut-être tout ensemble, ça fait 9 ans, 10 ans de travail. Et je n'ai fait que 12 tribus de l'Amazonie parmi plus de 200. Donc, tu vois, on ne voit jamais. On ne voit jamais. On n'a que des échantillons. Alors Sébastien, on le comprend bien hein, depuis le début de cette émission, tu es un photographe engagé pour l'humanité et la nature, tu as un lien très fort avec ton pays d'origine, le Brésil, et particulièrement avec les terres de tes parents sur lesquelles vous avez décidé de défier le destin. Ton engagement, tes valeurs, cet attachement à tes origines et à tes racines sont transmis aux futures générations. On écoute de nouveau ton fils, Giuliano, nous en parler. On a un lieu qui a été très important pour nous à une époque, qui était très important pour moi. C'est une île en Grèce qui s'appelle Skopelos. C'est le lieu où on allait, qui ressemblait le plus au Brésil, de tous les lieux où on pouvait aller en Europe, sans retourner au Brésil. C'était cette île qui représentait le Brésil pour nous. Alors c'est marrant parce que c'est pas du tout le Brésil, c'est la Grèce, ça n'a rien à voir en fait. Mais pour moi, c'était ça le Brésil. Il y a quelque chose du bonheur de nos vacances à Skopelos. Quand j'étais petit, on n'avait pas le droit d'aller au Brésil à cause de la dictature militaire qui était là-bas. Beaucoup de gens qui étaient à Paris, qui étaient nos amis, qui étaient dans notre cercle, qui avaient été torturés, avec qui il s'était passé des choses horribles. La peur qu'on avait, c'était qu'en rentrant au Brésil, il arriverait quelque chose de cet ordre-là. Mais mes parents voulaient que j'ai un contact
avec notre famille là-bas, avec notre histoire brésilienne. Quand j'ai eu 4 ans et demi, ma grand-mère est venue à Paris. C'est la seule fois qu'elle est venue nous visiter à Paris, la mère de mon père. Et elle m'a amené avec elle au Brésil. Et j'ai passé 4 mois et demi tout seul, 5 mois, au Brésil, à visiter ma famille et à rencontrer tout cet univers, cet autre univers. Et ça m'a beaucoup marqué. Le contact avec mes grands-parents, le contact avec le Brésil. Mes grands-parents, mon grand-père et ma grand-mère avaient une ferme où on allait beaucoup. C'était une ferme de bétail. Et donc, j'ai commencé à avoir un rapport avec cette ferme, qui était le premier endroit, en fait, où j'ai grimpé aux arbres pour prendre des fruits. Et donc, on pêchait là-bas, je jouais avec mes cousins. Et c'est un lieu qui est resté marqué pendant très longtemps, parce que c'est là où, plus tard, on a créé l'Institut Terra. Aujourd'hui, je me suis énormément investi. Et en fait, c'est marrant parce que toutes ces histoires de Sébastien, de mon enfance, ces histoires qui sont restées, qui m'ont construit. Moi, j'imagine que c'est courant. En fait, c'est pour tout le monde. Hein. Tout le monde se construit en relation avec ses parents, évidemment. Mais j'arrive pas à me souvenir comme ça d'une anecdote qui soit détachée de mon présent aujourd'hui. Ton rapport à ton pays, il est très particulier. Au Brésil, longtemps, tu as eu des problèmes, je crois même avec ton passeport. Quel est ton rapport aujourd'hui à ce pays, alors que Amazonia a été réalisé là-bas? Non, j'ai un rapport au Brésil depuis 1980, un rapport normal. La dictature, c'était aux années 60-70, c'était très difficile. On a resté 11 ans sans pouvoir mettre les pieds au Brésil. Et après, non, après on peut y aller, on va, et on a un rapport très fort avec le Brésil, comme on a un rapport très fort avec la France. La France, on est arrivé très jeune. Moi, quand j'arrivais en France, j'avais 25 ans d'âge. Lélia, elle avait 22 ans. Tu vois, Lélia a fait même son université ici. Et donc, on a un rapport très fort avec la France et un rapport très fort avec le Brésil parce que c'est là qu'on a grandi, c'est là qui est toute notre famille et c'est là qu'on a reçu cette terre de mes parents. Cette ferme que Julien nous parle, aujourd'hui, c'est un parc national où on a planté des millions d'arbres. Et donc, c'est un rapport fort, intéressant. On vit un moment difficile au Brésil maintenant avec un président d'extrême droite, violent, terrible, qui n'a aucun respect pour les minorités, qui est un homme extrêmement violent, mais il est en train de peut-être amener le pays à un point aussi de maturité, de résistance qu'on n'a jamais eu non plus avant. Et donc, j'ai un rapport très fort, effectivement, avec le Brésil. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur du coup l'Institut Terra? Donc vous avez replanté une forêt primaire. C'est quoi les missions du coup de cet institut maintenant? Écoute, quand j'ai travaillé en Afrique, à l'époque du génocide du Rwanda, j'ai sorti complètement détruit de tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai fréquenté au Rwanda, d'être à côté de ces génocides, que c'était une chose d'une brutalité terrible. J'ai commencé à être malade. J'ai pris la décision d'abandonner la photographie. On rentre au Brésil. C'était le moment que mes parents avaient devenu très vieux. Ils prennent la résolution de transférer cette ferme pour Lélia et pour moi. Et on prit la décision d'abandonner la France, de retourner au Brésil, de travailler la terre. Et quand on commence bien à regarder la terre était tellement détruite. Et l'érosion partout, les ruisseaux que Juliano était gosse, qui pêchait dedans, ils n'existaient plus. Tout. Et là, Lélia donne une idée de replanter la forêt. On commence à replanter et on a replanté une forêt. On a planté, comme je dis il y a quelques instants, aujourd'hui à peu près 3 millions d'arbres. Et à ce moment-là, on est en train de planter 1 million d'arbres de plus, parce que pour reconstituer une forêt, tu ne plantes pas tous les arbres au même temps. Tu plantes les arbres qu'on appelle les pionnières. Ce sont des arbres qui vont grandir vite, qui vont donner l'azote au sol, qui vont donner l'ombre, qui vont enrichir la terre, qui vont donner l'humidité, parce qu'il n'y a que les arbres qui retiennent l'humidité au sol. Après, on plante les secondaires. Après, les secondaires tardives. C'est un processus d'évolution. C'est ça, seulement maintenant, 25 ans après qu'on a commencé ce projet, qu'on est en train de planter les arbres qui vont rester là-bas 1000 ans, 1500 ans. Et qu'est-ce que c'est comme arbre? Ce sont
les climax qu'on appelle. C'est par exemple un chêne. Un chêne, c'est une climax. C'est des arbres qui ont besoin d'un sol riche, qui ont besoin de l'ombre, qui ont besoin de la fertilité pour qu'elles puissent grandir. Mais quand ils grandissent pour toujours. C'est des arbres qui attendent 40-50 mètres de haut et qui vont être là pour toujours. Mais même en plantant les pionnières, on a déjà une forêt. Parce qu'un arbre, elle a des fleurs, elle a des feuilles, elle est maison par des milliers d'insectes, d'oiseaux, de tout. Il a la biodiversité et vient dedans. Tu vois? Et donc, quand on commence à planter une forêt, on passe à un autre niveau de rapport avec la nature. On a un rapport très, très fort avec la nature. Alors, tu as longtemps travaillé pour des agences comme Sigma, Gamma ou Magnum et tu as décidé, avec ton épouse Lélia, de créer ta propre agence Amazonas Images. Est-ce que tu peux un peu nous la présenter et nous expliquer un peu les activités qu'elle fait? Cette idée de créer un espace comme Amazonas Images, elle est née quand j'étais à Magnum. Quand j'étais à Magnum, j'ai vu que Magnum, ça n'allait plus. C'était une agence qui était fabuleuse quand elle a été créée en 1948, au début des années 50, par Cartier-Bresson, par George Hodge, par Jim, par Robert Capa. Et c'était des gars qui étaient en train de réécrire l'histoire du photojournalisme, de les récréer et tout. Mais on avait un moment à Magnum qu'on a vu que ça n'allait plus. On était un tas de photographes entassés les uns sur les autres. Certains produisaient, certains pas. Et j'ai eu une idée avec Gilles Pérez de restructurer Magnum. Et l'idée de Magnum, c'était de transformer Magnum par des groupes de créativité, de création. Tu vois, on avait pensé, par exemple, nous les reporters, c'était Gilles, Jim Lartuey, Chris Stel-Perkins, Abbas, les photographes qui travaillaient vraiment au photojournalisme, au reportage, de créer un département reportage, où on irait prendre les premières ventes de l'agence, avoir l'argent pour financer nos activités et donner à l'agence les deuxièmes ventes, les ventes d'archives. Et les mêmes on ferait pour un groupe de photographes qui étaient des fabuleux photographes, mais qui ne travaillaient plus que pour les rapports annuels, pour les publicités. Ils allaient créer un secteur de production de leur côté et chacun allait faire ça. Parce que Magnum, c'était une crise la plus grande que tu puisses imaginer. On allait changer notre contribution à l'agence. Chaque photographe devait laisser un peu plus d'argent sur son compte pour qu'on puisse créer un fonds d'investissement, moderniser nos archives, moderniser l'outil de travail de Magnum pour que Magnum puisse exister. À ce moment, moi, j'étais le président de Magnum pour l'Europe. Donc, j'étais le président à Paris. C'était en quelle année, ça? Ça, c'était en 92. 91, 92. Et finalement, je n'ai pas arrivé. On n'a pas arrivé. On a accepté, on a eu des meetings, j'ai quitté Magnum, j'ai retourné à Magnum, c'était accepté mon idée, et à la dernière minute, elle était niée, et à ce moment, j'ai quitté Magnum. Et j'ai quitté Magnum, et j'ai créé exactement ce que tu voulais. Je voulais, ce que j'avais proposé pour Magnum. J'ai créé une unité de production. Et Amazonas Images, c'était une unité de production. On ne commercialisait pas. On ne sait pas vendre nos photos, mais j'ai pris des agents qui me représentaient en Italie, représentaient aux États-Unis, en Espagne, en Allemagne, en Angleterre, un peu partout. Et j'ai commencé à travailler à la production. Et donc, on a créé une base de travail. On a devenu une agence de presse. C'était la plus petite agence de presse du monde parce qu'elle n'avait qu'un photographe, tu vois. Mais j'ai pu réaliser des choses énormes, fantastiques. Par exemple, Exode. Je venais à Paris Match, je parle à Roger Théron. Roger me respectait beaucoup. Et j'ai respecté beaucoup Roger. J'aimais beaucoup Roger. Roger, c'était mon ami, tu vois. Et j'ai expliqué le projet. Et pendant 6 ans, on a signé un contrat avec Match. Et Match m'a soutenu en achetant toutes mes histoires que j'ai produisais dans les projets Exode. Projet Exode, c'était une seule présentation à la fin, un livre, une exposition, mais il était constitué d'une quarantaine ou une cinquantaine de reportages que j'ai faits pendant 6 ans un peu partout au monde,
pour ce magazine. J'ai venu en Allemagne, au magazine Stern, la même chose. En Espagne, à El País, j'ai eu 6 ou 7 magazines qui ont marché avec moi et on a fait un contrat. Et là, j'ai parti et j'ai travaillé pour ce magazine. Tu sais, un quotidien, un hebdomadaire, ce n'est pas facile de le faire. C'est 55 numéros par année. Chaque numéro a au moins 5 ou 6 histoires. Et si tu es un photographe... Il faut du contenu. Et si tu es un photographe qui te garantit qu'il va t'amener des histoires et des histoires intéressantes et fortes, les magazines sont partants. Et donc, ils m'ont suivi. J'ai pu travailler pendant 6-7 ans et réaliser ce travail. Et donc, il avait un sens. Mais aujourd'hui, Amazonas, ça n'existe plus. On a fini Amazonas parce que aujourd'hui, les photographies de la presse, elles ont plus de valeur. On n'a plus les retours qu'on avait à l'époque, donc je ne pourrais plus entretenir un groupe. Il y a un groupe de 6-7 personnes qui travaillent avec nous jusqu'aujourd'hui. Mais j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu une conversion à ma photographie. Ça a commencé à apparaître un autre marché photographique qui n'existait pas à cette époque. Et tu sais, quand tu vas ici, tous les années à Paris Photo, tu regardes le nombre de galeries photo qu'il y en a. Commencer à apparaître un marché de l'art pour la photographie, et sans que je sache exactement pourquoi, mes photos ont commencé. Tu es rentré là-dedans, malgré toi. Là-dedans, malgré moi, elles ont commencé, il y a eu des demandes, j'ai eu des agents, des galeries qui ont commencé à me présenter, à tel point que je viens de finir le projet Amazonie, que j'ai organisé vraiment des expéditions et je vais tout, absolument tout payer avec les ventes de mes photos. C'est moi-même qui ai financé tous les voyages. 7 ans de travail, c'est toi qui as financé. Tout que j'ai financé. Je n'ai pas eu 1 centime de financement extérieur pour ce travail. Et donc, on a pu, avec Lélia, créer une base de travail, créer un respect pour notre travail qu'on peut s'organiser d'une autre manière aujourd'hui. Mais donc, Amazonas Images, on a fini. On n'a plus une agence de presse. On a un studio Sébastien Salgado aujourd'hui, mais que c'est toujours une base de production. Et la collaboration avec la presse, évidemment, oui, ça va avec le marché de la presse, c'est en net déclin. Par contre, au cœur de ton activité, il y a les expositions, les livres. Et quel est ton rapport aux livres ? Tu as publié de magnifiques ouvrages, dont le dernier est Amazonias. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la publication d'un livre ? Écoute, j'ai un éditeur c'est un éditeur merveilleux. Taschen, oui, on en parle depuis tout à l'heure. J'aime beaucoup Bénédicte Taschen, qui c'est le fondateur de la maison Taschen. Taschen, c'est le plus grand éditeur de livres d'art au monde. Quelque chose que... Bénédicte, c'est un homme jeune. Bénédicte a 54 ans. Il a créé lui-même son empire et d'édition. Bénédicte, c'était un vendeur de livres dans les marchés publics allemands. Il allait avec des petits livres qu'il ramassait par-ci, par-là, il vendait jusqu'au moment qu'il a commencé à éditer. Il a monté cette maison. Et donc, il a une portée énorme. Pour un livre, par exemple, comme Genesis, il m'a vendu plus de 550 000 exemplaires dans le monde entier. Ça existe à 550 000 exemplaires d'un livre photo. Colossal. C'est monstrueux. Monstrueux. C'est colossal. Un livre comme Amazonie, qu'on vient de sortir, tu vois, on a fait une petite édition, parce qu'avec la crise de Covid, les éditions de Genesis, c'était des 50 000 livres imprimés à la fois en 6 langues différentes. Là, Bénédicte a eu un peu, pas peur, mais un peu de restrictions à cause de Covid. On a imprimé 30 000 livres, les premières impressions. Mais les livres français, les 5 000 livres français, ils ont épuisé en 4 jours. Donc, on est déjà sur la 2e édition, une exposition qui n'a pas encore un mois. On est déjà dans la 2e édition des livres de français. Donc, Taschen a une énorme portée de livres. C'est un éditeur très facile à travailler. Je me rappelle, j'ai eu beaucoup d'éditeurs de livres photos dans la vie, par exemple Aperture aux États-Unis, Phaidon en Angleterre. Mais pour négocier un contrat avec ces gens, il fallait avoir des avocats. Et Bénédicte
son contrat, c'est une page. C'est tellement translucide, tellement facile à faire. Tu vois, c'est tellement clair. Et donc, et c'est des gens très enthousiastes. Et vous savez, on a besoin d'argent pour notre projet environnemental au Brésil. Et une maison comme ta chaîne, qui a plus de 1500 titres de livres, ils ont une émission de carbone très forte, une marque carbone forte parce qu'ils utilisent beaucoup de papier. Et nous, avec nos arbres au Brésil, on fait une séquestration, une capture de carbone au monde. On capture beaucoup de carbone avec les millions d'arbres qu'on a plantés. Et ta chaîne achète notre carbone qui nous permet de vivre, de planter plus d'arbres. Ils sont complètement intégrés à notre projet. Ce livre qu'on va faire sur les non-voyants, c'est un livre qu'ils vont vendre à prix coûtant, tu vois. Mais parce que Lélia et moi, on veut faire ce livre. On a un fils qui est handicapé, tu vois. J'ai une sœur qui est aveugle. Et je voulais tellement faire ce livre qu'on va les faire à prix coûtant. Ça veut dire qu'ils ne vont pas faire des profits sur ce livre non plus, mais on aura un livre pour les non-voyants. Et donc, on a une intégration énorme avec eux. On a créé un fonds pour trouver un fonds d'investissement pour notre institut au Brésil et avec la fondation Roi Baudouin à Bruxelles pour capter des ressources pour notre projet environnemental au Brésil. Et c'est Marlène Tachen qui dirige ces fonds pour nous et tout. Donc, c'est beaucoup plus que seulement notre éditeur. Ce sont nos amis. Bon, Sébastien, on le savait de toute façon avec Benjamin en préparant cette émission qu'on allait exploser le chrono. On en est déjà à 1h23. On arrive tout doucement à la fin de cette grande discussion au coin du feu avec toi. Merci énormément d'avoir répondu avec tant de sincérité à nos questions. Je vous propose qu'on passe à la dernière partie de cette émission, la séquence FAQ. Alors, c'est une petite tradition dans Faut pas pousser les ISO. En fin d'émission, on a une petite foire aux questions qu'on propose à nos invités. Alors, d'habitude, on propose à nos auditeurs de poser les questions. Mais là, pour toi, on a fait une petite entorse à la règle. Et puis, tu vas voir que c'est tes amis, tes connaissances, tes relations qui ont des questions à te poser et auxquelles tu vas devoir essayer d'y répondre. Et ils en ont beaucoup. Et ils en ont beaucoup. Alors, tu vas voir, c'est des questions un peu existentielles, qui ont un lien ou pas avec la photo. L'exercice de cette petite FAQ, c'est d'essayer d'y répondre en 30 secondes seulement. Je te propose pour commencer que l'on écoute la question de Claude Nori, photographe et fondateur de la maison d'édition Contre-jour. On l'écoute. Cher Sébastien, ici c'est Claude Nori. En ces jours, je pense beaucoup à Jean Loussieff, qui était notre ami, et c'est grâce à lui finalement que j'ai pu te rencontrer ou que j'ai pu voir pour la première fois tes photos que je connaissais pas, et il m'en a parlé avec beaucoup d'enthousiasme et de passion. La question que je voulais te poser, elle ne regarde pas directement la photo, mais est-ce que tu te souviens que dans les années 80, lorsque nous étions à Arles, il y avait une finale de la Coupe du Monde et de football, je crois, une demi-finale, c'était la France contre le Brésil. Et je me souviens que tu étais totalement fan, tu étais totalement tifoso de ton équipe brésilienne, évidemment, c'était la belle époque. Et je me souviens qu'au lieu d'être présent aux soirées et tout ça, tu préférais regarder les matchs de foot. Voilà, moi j'étais un peu comme toi. Je voulais te poser la question, est-ce que tu es toujours aussi fan de foot ? Et est-ce que tu défends toujours ton équipe et le Brésil, ou comme moi, tu es un peu déçu de ce qui se passe dans le football aujourd'hui, qui n'est plus du tout comme avant, qui a perdu un peu de sa ferveur, de son authenticité? C'est la question que je voulais te poser, et puis te redire toute ma tendresse envers toi et en Leila aussi. Je lance le chronomètre. Écoute, j'adore le foot. J'ai continué à adorer le foot. Et là, on est en pleine Coupe América. Donc, je vais tous les jours jusqu'à 2 heures du matin pour regarder nos équipes latino-américaines. Et avant ça, je regarde toutes nos équipes européennes. Excusez-moi de te décevoir, mais je suis pas déçu du foot. Le foot s'adapte à son temps. Les temps sont compliqués et le foot a compliqué avec les temps. C'est tout, mais le foot, c'est merveilleux.
C'est très clair, merci beaucoup Sébastiao. Deuxième question qui nous vient de ton ami, ton assistant, ton guide, Jacques Barthélemy. On l'écoute. Aujourd'hui, on a fini Amazonia. Comme il me dit, c'était mon dernier grand projet. Je vais travailler sur mes archives, il me redit ça. Mais je le connais, Sébastien. Il a son doigt qui le démange. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui avait autant de plaisir à prendre des photos. Vraiment. Il est sur le terrain, il est excité, il a un vrai plaisir, malgré les années. Et j'ai travaillé avec pas mal de photographes. Et là, la question que je pose, je lui dis, c'est quoi ton prochain projet, Sébastien? Quelque chose de plus cool, de plus relax, en France, en Europe, un sujet social, comme tu les aimes. Ne me fais pas croire que tu vas cesser de faire travailler ton doigt qui appuie sur le déclencheur. C'est pas possible. Alors, réponds-moi. C'est quoi ton prochain sujet? Jacques, je suis un vieux monsieur maintenant, j'ai 77 ans. Imagine, j'ai besoin de 2-3 ans pour présenter ces projets Amazonie, défendre avec les organisations indiennes, environnementales l'Amazonie. Quand je vais finir un peu ça, j'aurai plus de 80 ans. Tu crois que j'aurai encore l'énergie d'y aller? Mais je crois pas. Mais tu sais, les photographes sont des raconteurs de mensonges. Peut-être que je rencontre un mensonge, peut-être que je vais à nouveau. Troisième question, on retrouve Alain Genestar. On l'écoute. Tu es quelqu'un de très engagé. Quand tu t'engages dans une cause, et une cause positive, parce que c'est une dénonciation de ce qui se fait de mal en montrant ce qui est de plus beau. Toute cause, tout combat a une projection politique. Donc je voulais savoir, maintenant que tu vas moins repartir, j'ai dit moins, je n'ai pas dit pas repartir, c'est impossible que tu ne repartes pas sur le terrain. Est-ce que tu penses aller plus loin dans cet engagement, forcément politique? Et si tu vas plus loin dans cet engagement, quelle forme ça pourrait prendre et où ça pourrait se passer? Écoute, Alain, je peux pas aller beaucoup plus loin parce que depuis toujours, on est engagé, tu vois. Je me rappelle bien quand j'arrivais en France avec Lélia, à la fin des années 60, on a pris la solidarité dans ce pays. Et à partir de là, tu vois, soit au moment que j'étais économiste, après que je suis devenu photographe, ma vie s'était connectée au moment historique que j'ai vécu et je crois qu'elle continuera connectée. Et enfin, dernière question, on retrouve Alan Reading, journaliste, auteur, ton ami Sébastiao Salgado. On écoute sa question. Sébastien, dans votre vie, vous avez vu des choses épouvantables et des choses très très belles. Mais en même temps, à ce point de ta vie, tu te trouves avec un gouvernement au Brésil qui essaie de casser beaucoup de tes rêves. Tu peux rester optimiste dans ces situations? Alain, je crois à une théorie de l'évolution, c'est la dialectique. Tu vois, on est en train d'y aller sur la négation, tu vois, mais on aura la négation de la négation et je suis sûr à 100% qu'on fera un pas évolutif avec tous ces désastres du gouvernement Bolsonaro au Brésil. Merci beaucoup, Sébastiao. Merci à tous de nous avoir écoutés et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la saison replay été 2023 du podcast Faut pas pousser les ISO.